Le 12 janvier 2021, ce texte est publié au Moniteur belge. C'est un arrêté ministériel qui parle notamment de traitement de données à caractère personnel. Et à l'intérieur, on y voit des mots un peu abstraits. Data mining, data matching. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'en pensent des experts de la vie privée. Alors, je vois ce terme data mining, ça me fait peur. Et ma question, moi, c'est de savoir, est-ce que le gouvernement fédéral n'est pas en train de mettre en place des outils numériques tout puissants dont lui-même n'a déjà plus la maîtrise? Depuis le début de la pandémie, le gouvernement demande de plus en plus de données à ses citoyens. Et toute cette récolte est organisée par des textes comme celui-ci, des arrêtés ministériels. Il y a énormément d'instruments qui ont été adoptés et qui, visiblement, tous violent d'une manière ou d'une autre le droit au respect de la vie privée. Tout ça sur fond d'un problème d'indépendance de l'APD. Alors à force, qui sait quoi de nous? Où vont toutes nos informations et puis à quoi servent-elles? Pendant plusieurs semaines, on a essayé de reconstruire toute l'architecture du système qui gère nos données en Belgique. En remontant le fil, on a découvert une architecture obscure, centralisée et dont les architectes semblent échapper au contrôle du Parlement et de la loi. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut revenir à la base, c'est-à-dire nous, les citoyens, et nos données. Dès notre naissance, nous partageons des informations avec l'État. Notre nom, notre adresse, le montant de notre salaire, notre état de santé. Toutes ces informations sont numérisées et fournies aux administrations compétentes. Des bases de données qui communiquent entre elles afin d'optimiser le fonctionnement de la société. Il faut vraiment concevoir cette relation-là comme un pacte de confiance. Je donne mes données à l'État parce que je lui fais confiance dans le fait qu'il va les utiliser correctement. J'accepte qu'évidemment il les utilise pour me contrôler, mais il va aussi devoir les utiliser pour m'octroyer des avantages. Automatiser le paiement d'une allocation, c'est intéressant. J'accepte de donner mes informations, je fais confiance parce que je sais que ça va me bénéficier. Toutes ces bases de données sont donc utiles au quotidien, mais il faut rester prudent, car certaines données sont plus sensibles que d'autres, et les croiser permettrait un usage qui enfreint notre droit à la vie privée, voire même à contrôler notre comportement. Le Comité de sécurité de l'information peut donner la liste des personnes vaccinées à toute institution qui exerce une mission d'intérêt général. Mais c'est très large comme notion. Donc ça vise par exemple la SNCB, qui pourrait dire donnez-moi la liste des personnes qui sont vaccinées, et je vais décider que les personnes non vaccinées ne montent pas dans le train. Attends, mais ça paraît un petit peu fou quand même. Donc, la SNCB pourrait empêcher des gens de monter dans le train uniquement sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors, la personne que vous venez d'entendre, c'est Brieux, mon collègue, et il me donne un coup de main dans cette enquête. Tout ça n'est pas encadré? Si, c'est encadré. En 2016, il y a la Commission européenne qui instaure un texte pour empêcher ces dérives, justement, et protéger la vie privée des citoyens. Ce texte, tu en as entendu parler, c'est le RGPD. Le RGPD sont là. Donc le RGPD va forcer les États à créer un gardien de la vie privée. En Belgique, on crée l'autorité de protection des données. C'est une sorte de gendarme, si tu veux, qui surveille tous ceux qui manipulent les données, aussi bien les entreprises privées comme Google ou Facebook, mais aussi les administrations publiques de l'État. Et donc si elle remarque qu'il y a une infraction, à ce moment-là, elle peut sanctionner. Une amende record. Google Belgium vient d'être condamné à payer 600 000 € d'amende à un citoyen. L'autorité de protection des données a infligé cette amende. Ok, donc si j'ai bien suivi, nos informations personnelles sont stockées dans des bases de données qui appartiennent à l'État, qui se croisent entre elles afin de fluidifier le fonctionnement de la société, et tout ça est contrôlé par cette fameuse autorité de protection des données dont tu m'as parlé, qui sanctionne si c'est nécessaire. Ça, c'est l'esprit du RGPD qui est respecté. Sauf que, en plus de l'APD, le Parlement fédéral décide d'instaurer un système de contrôle supplémentaire pour s'occuper des données dites sensibles, comme les données en matière de santé ou de sécurité sociale. Et l'organe qui va s'en charger, c'est le Comité de sécurité de l'information. C'est une volonté de cadenasser, d'une certaine manière, certains échanges de données, et en particulier des échanges de données qui vont porter sur des données sensibles, donc on parle de données de santé, données de sécurité sociale. A priori, l'idée de ce comité de sécurité d'information, elle est bonne. C'est intéressant d'avoir un comité supplémentaire qui va faire une couche
de protection supplémentaire dans 2 secteurs de notre vie qui sont assez délicats, la sécurité sociale et la santé. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Attends, parce que je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre où est le problème. Ici, on parle d'un double contrôle pour les données les plus sensibles. On peut imaginer que c'est plutôt une bonne méthode. Oui, c'est même une bonne idée à la base, mais ce qui inquiète les observateurs, c'est plutôt la construction du comité de sécurité de l'information. Parce que lorsque tu parles de changer les règles en matière de protection des données personnelles, le texte doit être débattu au Parlement, l'autorité de protection des données doit rendre un avis favorable, et puis toi, en tant que citoyen, tu dois pouvoir contester le texte au Conseil d'État. Maintenant, lorsque tu regardes le CSI, eh bien, tu remarques que ça ne respecte pas ces 3 grands principes. Parce que c'est un petit groupe de personnes qui ne sont pas élues et qui décident seules des règles, et surtout, l'autorité de protection des données n'a pas le pouvoir de sanctionner les décisions. Tout ça, ça a déjà été contesté par le Conseil d'État et l'autorité de protection des données avant même sa création. Quand on a été consulté sur le projet de loi qui crée le CSI, on a été très critique, donc on a émis un avis très négatif sur ce projet de loi et le Conseil d'État a fait la même chose. Donc je suppose que les personnes qui sont derrière le CSI sont très puissants puisqu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on ne tienne pas du tout compte de notre avis ni de celui du Conseil d'État, la loi sur le CSI étant passée telle quelle ou à peu près telle quelle. En 2018, quelques jours avant les vacances parlementaires, le comité de sécurité de l'information est mis en place, contre l'avis de l'APD et du Conseil d'État. Comment est-ce possible ? Les personnes rencontrées lors de notre enquête pointent toutes vers la volonté d'une même personne. Un nom que l'on retrouve partout dans l'architecture qui gère nos données personnelles. Ce nom, c'est Frank Robben. Frank Robben, c'est déjà quelqu'un de très puissant, un homme d'État en fait, qui est très attaché à l'État et à son bon fonctionnement, et qui au fil des ans a acquis un pouvoir considérable dans la protection, en tout cas ce qui veut être la protection des données, des fichiers de l'État. Et il est devenu incontournable parce qu'il est à la tête de différentes structures qui permettent la circulation de façon la plus fluide possible des données qui concernent les citoyens, vous et moi, en matière de sécurité sociale et de soins de santé. Dans cette architecture, Frank Robben est partout. Logique, puisqu'il en est un peu le principal concepteur. C'est lui qui a imaginé une grande partie de ce fonctionnement et c'est lui qui dirige les organes chargés de la gestion des données de sécurité sociale et de santé. Le gouvernement est un petit peu mal pris parce que déjà ils ont cette personne qui est presque plus puissante qu'un ministre. En tout cas c'est ce que certains m'ont dit, certaines sources dans mon article m'ont dit, notamment Emmanuel André qui a dit texto, certains ministres disent que si tu n'as pas Frank Robben avec toi, tu ne peux plus rien faire, tu es bloqué. Donc ça donne quand même une idée de l'ampleur, de l'importance prise par ce Frank Robben. Pour beaucoup, Frank Robben est devenu un génie irremplaçable. Il a construit une grande partie de l'architecture et la maîtrise sur le bout des doigts. Mais là où ça va un peu trop loin, c'est que Frank Robben est aussi présent au sein de ce fameux CSI, l'organe censé le contrôler. C'est comme si le directeur d'une équipe de foot arbitrait le match de sa propre équipe. Ce qui est reproché à Frank Robben, c'est d'être juge et partie, et que les organes de contrôle ne seraient pas tout à fait indépendants. Il est important de préciser que tout ça n'a rien de nouveau. Ce système s'est construit sur plusieurs dizaines d'années et ça a déjà été questionné dans la presse. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? C'est justement à cause de ce fameux texte du 12 janvier. C'est un arrêté ministériel. Ça n'a donc pas été débattu au Parlement. En plus, à l'intérieur, on parle de données de santé et de sécurité sociale. C'est donc contrôlé par le fameux comité de sécurité de l'information dont l'indépendance est remise en question. Alors, comment peut-on s'assurer que le gouvernement ne fasse pas n'importe quoi avec cet arrêté ? J'ai justement posé la question au président de l'autorité de protection des données. Soyons très clairs. Le fameux arrêté ministériel de 12 janvier est problématique du point de vue vie privée. Pourquoi ? Parce que c'est qu'un arrêté ministériel et qu'il permet à l'ONSS de presque partager des données avec presque tout le monde. Le problème de base, c'est que souvent, ou au moins parfois, les autorités publiques ne demandent plus notre avis. Le fameux arrêté ministériel n'a pas été soumis, c'est un grand problème. C'est exactement la raison pour laquelle le comité de direction a décidé d'écrire une lettre à tous les présidents des parlements et à tous les présidents ou les premiers ministres ou ministres-présidents de notre pays. Le problème, c'est que selon la loi, l'autorité de protection des données n'a pas vraiment de contrôle sur ce comité. Et pour le moment, il fait un peu ce qu'il veut. Et on
voit par contre que le comité de sécurité de l'information peut donner la liste des personnes vaccinées à toute institution qui exerce une mission d'intérêt général. Et là, on crée de l'angoisse et on crée vraiment la peur d'avoir un comportement qui n'est pas celui attendu par la société. Et c'est ça qu'on appelle Big Brother. Il y a quelqu'un qui attend de vous que vous ayez un comportement conventionnel. Et progressivement, on va créer une société de petits moutons ou de petits robots qui vont tous dans la même voie. Et c'est pour ça qu'on parle tellement des libertés. C'est qu'à partir du moment où on en est là, il n'y aura plus de questions, plus de remise en question, plus de débat, et c'est la démocratie qui meurt. Salut Brieux, comment tu vas? Salut Guillaume. Dis, l'autre jour, tu me parlais du comité de sécurité de l'information. Ouais. Et en fait, j'ai un petit peu regardé du côté de l'autorité de protection des données. Et là aussi, il semble qu'il y aurait pas mal de problèmes concernant leur indépendance. Je ne sais pas si tu as vu, mais en septembre, 2 membres du comité de direction ont écrit au Parlement pour dénoncer des conflits d'intérêts internes à l'autorité. Nous, on devrait à un moment exercer un contrôle d'une manière ou d'une autre et intervenir pour mettre des balises et empêcher qu'on fasse n'importe quoi avec ces données sans aucune transparence, sans aucune légitimité. Et au lieu de ça, on se tait, on ferme les yeux, on ne fait rien. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a certains arrangements, on va dire, qui sont pris entre ces personnes, les gens qui mettent ce système en place ou qui l'utilisent, et certains membres de notre autorité qui sont tout à fait d'accord pour fermer les yeux. Attends, Alexandra Jaspard, elle est tout de même dans le comité de direction. C'est grave comme accusation. Et justement, le Parlement s'est saisi du dossier pour essayer de tirer tout ça au clair. Il y a plusieurs choses qui sont reprochées à l'APD. Premièrement, la présence de Frank Robben, le fameux Frank Robben dont tu m'avais justement parlé l'autre fois. Il est aussi présent au sein de l'autorité de protection des données, alors qu'il a pourtant beaucoup d'autres mandats publics, et ça, normalement, c'est interdit. Et puis, il y a un deuxième homme qui est dans le viseur des autorités, c'est David Stevens, l'actuel président de l'autorité de protection des données. Il serait un peu trop proche de Frank Robben, et en plus, il a participé à une task force organisée par un ministre pour organiser toute la stratégie de traçage en Belgique. Et c'est pour ça que dans cette task force Data Against Corona, l'autorité de la protection de la vie privée est représentée par son président. Il a participé à des réunions, il a écrit des textes avec eux, et ça outrepasse complètement son rôle. Donc en gros, on lui reproche d'être en proie à des conflits d'intérêts et de ne plus être tout à fait indépendant. C'est pas à moi de décider, c'est pas malheureusement à vous d'en décider. Je vais réserver ça pour la Chambre. J'espère que vous pouvez avoir du respect pour ça. C'est pas le but. Allez, je ne veux pas encore mettre de l'huile sur le feu parce que ça sert à rien. Ça va certainement pas aboutir à une meilleure protection de la vie privée de nos citoyens. Mais vous estimez-vous être tout à fait indépendant, que ce soit de certains ministres ou de certains autres niveaux de pouvoir ici en Belgique? Absolument. Absolument. Sinon, je ne resterai pas. Absolument. En pleine crise de coronavirus, la gestion de nos données est cruciale, car celles-ci peuvent être un outil très efficace dans la lutte contre la pandémie. D'ailleurs, selon les acteurs de terrain que nous avons rencontrés, pour l'instant, nos données sont gérées de manière proportionnée, avec pour seul but de lutter au mieux contre le virus. Mais l'urgence crée aussi un certain nombre d'outils, qu'il faut pouvoir encadrer et manier avec précaution. On ne peut dès lors que regretter la fragilité de l'architecture censée contrôler ces dérives. La conception du CSI, dénoncée depuis des années mais jamais réévaluée, la présence de mandataires publics au sein de l'APD, et la frilosité du Parlement qui, après de nombreuses discussions en huis clos, décide de renvoyer le débat au mois de juin. Tant d'éléments qui fragilisent le pacte de confiance entre État et citoyens, un pacte pourtant indispensable pour lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, on parle souvent de Frank Robben dans cette vidéo. Nous l'avons évidemment sollicité pour une interview, mais il a décliné notre invitation. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller lire les papiers de Philippe Laloux et d'Amandine Kloutz dans Le Soir, ou encore celui de Quentin Jardon dans Wilfried Magazine, ou encore les papiers moins récents de Pierre Avaux qui sont parus dans Le Vif. Et puis si ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de LN24.